peu. Donc, bienvenue à tous pour ce troisième ou quatrième rendez-vous Zoom, je ne sais plus où on en est, mais c'est pour le sixième rendez-vous Zoom, mon Dieu. Donc, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler communication politique. On aura le direct qui va être enregistré à partir de très vite là, et qui sera mis en ligne. Et le constat dans les pratiques de chacun, c'est qu'on a beaucoup plus, enfin, on a autant de vues pour le moment après que pendant, voire plus après que pendant. Et voilà, je suis comme la fois dernière avec Thierry Leproux voilà, qui fait coucou de l'agence partenaire d'Avenir, et on va essayer d'animer en 1 heure maxi. Hein, là-dessus, on est vraiment très vigilant, un échange avec deux candidats aux élections municipales de Rouen pour le deuxième tour, un deuxième tour assez particulier, et on parlera donc communication de campagne aujourd'hui. On recevra d'abord le premier Nicolas Meyer-Rossignol, et ensuite on recevra Caron, mademoiselle Caron, Marine Caron, pardon, et ensuite, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, il y aura pour le coup animé plutôt par des journalistes du club, un débat plus politique, à caractère plus politique, et qui sera un vrai débat d'échange entre les deux candidats. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc le deuxième tour sans les mains, pour faire simple, comment on s'assemble, comment on se ressemble, comment on se rassemble sans s'assembler, comment on peut faire à des outils de campagne traditionnelle dans le contexte Covid. On imagine bien que c'est compliqué. Et voilà. Alors, on va à chaque fois poser les mêmes questions aux deux candidats, en commençant par Nicolas Meyer-Rossignol. Et puis ensuite, il y aura un petit temps d'échange avec chacun des candidats. Vous pourrez donc prendre la parole, vous ferez coucou. Ou si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser des questions, et on les relaiera. Voilà, je donne la parole d'abord, je dis bonjour officiellement, parce que je l'ai vu passer, il a disparu. Il est là, à Nicolas Meyer-Rossignol. Bonjour. Bonjour. Et la parole à Thierry pour engager les questions. Oui, bonjour Nicolas Mayer-Rossignol. On va animer cet échange avec Franck et vous. On va alterner ensemble les questions. Alors, première question, Nicolas Mayer-Rossignol. On connaît évidemment les outils classiques, traditionnels, je ne vais pas dire de l'ancien monde, mais un peu, voilà, les réunions, le porte-à-porte, la distribution de tracts sur les marchés, la diffusion de tracts dans les boîtes aux lettres. Mais alors, pour cette campagne assez courte de quelques semaines, comment avez-vous innové? Quelles solutions avez-vous trouvées, puisque ces moyens classiques ont été mis entre parenthèses? Alors d'abord, bonjour à toutes et tous. Veuillez m'excuser pour mon retard, il y a un petit problème de connexion, de réception de mail, mais c'est réglé. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour votre invitation. Je vais essayer de vous répondre de façon concise. D'abord, on a innové avant, parce que dès le 12 mars, si vous vous souvenez, donc c'était avant le 15 mars, on avait fait ce qu'on appelle un e-meeting, c'est-à-dire un meeting de façon virtuelle, en utilisant donc des moyens Internet qui, en réalité, avaient très bien fonctionné en termes de visibilité. Et effectivement, on a eu plutôt de très bons retours sur ça. Ensuite, sur la période depuis le confinement et puis post-confinement, il y a vraiment deux phases. D'abord, on a mis en suspens la campagne pendant la période de confinement. Mais je voudrais insister sur un point qui n'est pas lié à de la communication, mais qui est quand même important dans une campagne, c'est que pendant cette période de confinement, même si on n'était pas en campagne, il y a quand même une dynamique d'équipe, il y a une dynamique de groupe. Et moi, j'ai maintenu le contact avec toute l'équipe, pas simplement les colistiers. On a un collectif citoyen qui est très important. On a fait des apéros Zoom, on a fait des conférences, on a fait, je ne sais pas si vous suivez les conférences Rouen, capitale de l'après. Ce soir, il y a Dominique Perrault qui intervient à 18h. On a mis en place toute une série d'initiatives militantes solidaires, sans en faire publicité. Ce n'est pas une question de propagande ou de campagne électorale, mais en termes de dynamique, c'est très important parce que ça permet aussi de conserver un lien et d'enrichir un lien collectif. Ensuite, il y a l'autre phase qui est maintenant donc de campagne, comme on dit, alors qui est un peu particulière parce que c'est à la fois un second tour, mais d'habitude les seconds tours c'est court, c'est quelques jours, alors que là c'est plutôt 3 semaines, 4 semaines. Et là, évidemment, on doit d'abord, c'est la priorité des priorités, bien sûr, respecter les règles sanitaires. Et ensuite, on essaye d'être innovant le plus possible. Donc, il y a des choses assez simples. Vous voyez, hier, on a commencé des réunions thématisées publiques.
par visioconférence. Hier, on avait sur le commerce, l'artisanat, le tourisme, les animations, une réunion qui a réuni quand même 81 personnes. Donc, pour une réunion publique, c'est important. On en fait une dizaine. Là, la prochaine, c'est après-demain. On continue les conférences. J'ai parlé de Dominique Perrault qui a lieu ce soir. Il y a d'autres choses aussi. Comme les règles de distanciation physique évoluent, je vais vous donner un exemple concret. On a relancé des points Barnum, c'est-à-dire samedi, on était sur la place à côté du palais de justice. Mais évidemment, il ne faut pas d'attroupement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas un document directement de la main à la main, etc., pour éviter tout contact éventuellement risqué. Mais par contre, on a mis un QR code sur un papier plastifié qu'on peut proposer aux gens et qui, avec leur téléphone mobile, vont pouvoir, via le QR code, directement récupérer de façon numérique, virtuelle, un tract ou le programme ou des éléments spécifiques, etc. Voilà des exemples. Alors après, il y a plein d'autres choses dont je pourrais vous parler, mais je vais rester concis et pas exhaustif du coup. Il faut innover, il faut innover, il faut innover. La chance qu'on a, je dirais, c'est qu'on a une équipe extrêmement citoyenne qui est très portée naturellement. Je ne veux pas faire, il n'y a pas de prétention dans ce que je dis, mais quand on regarde la campagne qu'on a faite depuis le départ, dès le départ, on était quand même très présent sur les réseaux sociaux, sur les moyens numériques, sur toute une série d'outils qu'on a pu ensuite redévelopper pendant la période actuelle. Alors, est-ce que dans ces nouvelles expériences, ces nouveaux outils, est-ce que vous pensez que vous garderez certains outils pour une prochaine campagne? Mais bon, ça ne sera pas tout de suite, mais peut-être si vous êtes élu à la tête de la ville, pour la gestion de la communication de la ville. On peut envisager demain un maire qui s'adresse aux habitants via un méga Zoom? Oui, la réponse est clairement oui. Et d'ailleurs, on a un peu tâtonné au départ, parce qu'au début du confinement, j'ai fait des Facebook Live. Facebook Live, c'est intéressant sur la visibilité, mais tout le monde n'a pas Facebook. Et puis, en termes d'interactivité, c'est moindre que sur Zoom. Et puis ensuite, on est même, pour tout vous dire, c'est confidentiel, mais ce n'est pas si important que ça, on a travaillé sur Discord, qui est plutôt un outil utilisé par les jeunes, plutôt dans le domaine des jeux vidéo ou des réseaux sociaux d'adolescents. Bref, on a utilisé différents outils, puis finalement, on est arrivé sur Zoom, qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc oui, je suis d'accord. Je vais vous donner des exemples. Hier, par exemple, dans la réunion publique thématique sur le commerce, tourisme, animation et puis artisanat, on peut faire, et je pense que ça peut être utilisé après l'élection, on peut faire des réunions très rapidement, en mobilisant des gens qui sinon ne se seraient pas déplacés parce que c'est plus compliqué de se déplacer physiquement, en modérant la réunion d'une façon particulière, de façon à ce que chacun puisse prendre la parole d'une façon peut-être plus simple que sur des réunions physiques, et puis de faire en direct des sondages. Par exemple, là hier, il y avait des propositions qui étaient mises au débat et on a fait rapidement. Alors, ça n'a pas de valeur juridique évidemment, mais on peut tout de suite faire un vote sur Zoom pour voir qui pense quoi sur telle ou telle proposition. J'en profite d'ailleurs pour dire quelque chose qui était un peu passé inaperçu pendant la campagne, mais qu'on a réutilisé, y compris maintenant. C'est que nous, depuis le départ, depuis janvier, on avait mis en place une application qui s'appelle Voter, V-O-O-T-E-R, et qui permet, via un système, c'est un système d'application sur téléphone, etc., et qui permet, pareil, de consulter les citoyens, de les associer à une coproduction de mesures politiques et de les faire voter, d'avoir leur avis en direct pour savoir si telle ou telle mesure leur paraît intéressante, etc. Donc ça, c'est des choses fluides qu'on peut utiliser très rapidement demain. Et oui, effectivement, je pense que ce sont des choses qu'on peut utiliser après l'élection. Et même si on revient, on verra bien comment évolue le virus, mais même si on revient à une situation, disons, sanitaire normale. Moi, j'essaye de porter une nouvelle énergie pour Rouen. J'essaye de porter une nouvelle énergie pour Rouen et pour la métropole. Je suis candidat pour être maire de Rouen, proche des gens, et en même temps président de la métropole, parce que c'est là que la plupart des leviers financiers sont. Au début de la campagne, personne ne m'écoutait là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde a compris, et plus encore avec cette crise, qu'on a besoin de ces leviers. Un des problèmes de la métropole, c'est que ça apparaît loin. Personne ne sait qui fait quoi, tout le monde est perdu, ça paraît une grosse machine, et c'est distant, etc. Peut-être qu'avec des outils numériques comme ça, on peut ramener, je ne dis pas que c'est la panacée, ça ne va pas concerner tout le monde, il y a évidemment des biais sociaux dans l'utilisation d'Internet, etc. Mais peut-être que ça peut contribuer à rendre plus accessible, plus informel, plus fluide le levier à la fois municipal, bien sûr, et métropolitain. Et puis, je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'on va avoir besoin de réactivité, d'efficacité. Moi, je veux apporter une vision, un espoir et une énergie. Je vous donne un exemple très concret. On est élu là fin juin, début juillet. La métropole, c'est 15 juillet. Ça veut dire qu'on est au beau milieu de l'été. Oui, mais pendant cet été-là, il y a des jeunes qui ne trouvent pas de stage, qui
sont sans job d'été. Il y a des associations qui sont dans la panade. Il y a un chômage qui est en train d'exploser. Il y a la rentrée scolaire à préparer. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a des décisions à prendre rapidement. Et il faut qu'on bosse ensemble avec le monde économique, avec le monde de l'artisanat, avec les centres de formation, avec les associations, avec les quartiers, avec les citoyens qui sont impliqués dans ces quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut qu'on prenne des décisions vite. Et donc, des consultations de façon très institutionnelle, formelle, qui prennent nécessairement du temps, et c'est normal, on n'aura peut-être pas le temps dans l'urgence de les faire tout de suite. En revanche, avec les outils Internet, on peut mettre en place des choses. Alors, il faut être prudent parce que ça, évidemment, ça n'est pas forcément représentatif de toute la société, mais c'est un outil complémentaire qui me paraît utile dans la crise actuelle. Là, il faut des élus immédiatement opérationnels. On est dans une situation qui est, il faut le dire, extrêmement difficile. J'allais dire catastrophique, ce serait peut-être trop pessimiste, mais extrêmement difficile. Moi, j'ai l'expérience du privé, j'ai l'expérience de la région. Il faut qu'on ait une équipe qui soit avec une nouvelle énergie, une nouvelle vision et tout de suite opérationnelle. Et ces outils-là peuvent nous aider. Alors, vous l'avez un peu évoqué, il y a certains outils qui présentent des avantages. Est-ce que finalement, on peut dire qu'on peut transformer un peu une contrainte en opportunité? Est-ce que les contraintes du Covid, à la fois en faisant qu'on n'utilise plus d'anciens modes de communication, ça apporte des plus? Et est-ce que vous en tirez, vous, mais aussi des électeurs, des avantages finalement de ces contraintes? Oui, il faut faire du judo. Il faut faire du judo, bien sûr. Je le disais pour Lubrizol et notre situation industrielle. On a des contraintes liées à notre environnement industriel, sol pollué, etc. Devenons les champions de la dépollution des sols. C'est un peu la même idée là. On a une contrainte en termes de communication, faisons-en une opportunité. J'introduis quand même une nuance. Il faut toujours avoir du recul, il me semble, par rapport à l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. D'abord, ça peut fonctionner en cercle fermé, en tout cas peu ouvert. On peut avoir l'impression que c'est représentatif de la société alors que ça ne l'est pas forcément. Beaucoup de gens n'utilisent pas les réseaux sociaux et puis ceux qui utilisent les réseaux sociaux n'utilisent pas toujours les mêmes. Je vais le dire avec beaucoup d'humilité. Moi, ma fille, quand je lui dis, elle a 14 ans, quand je lui dis que je suis sur Facebook, elle me dit, bah oui, t'es un ringard. Donc, vous voyez, il faut aussi être prudent aussi par rapport à tout cela et ne pas du tout négliger les éléments de communication directe. Je vais vous donner un exemple. Pendant le déconfinement, maintenant qu'on peut sortir de chez soi, vous voyez, moi, je me suis réparti sur la semaine et j'essaye d'être dans chaque secteur de Rouen. Le mardi, en général, je suis du côté de la rive gauche. Saint-Sever, Gramont, etc. La présence physique, elle est irremplaçable. Et il ne faut pas faire comme si, parce qu'on ferait 3 selfies et 2 zooms, ça y est, on a touché toute la population. Ce n'est pas vrai. Par contre, on peut multiplier les canaux. Donc, il y a des moments qui sont indispensables, les marchés, être sur le terrain, être au contact des citoyens. Et puis, effectivement, surtout quand on a besoin de prendre des décisions rapides et d'essayer de faire de la co-construction, eh bien, travailler avec des outils numériques qui permettent de rassembler plus de monde. On l'a fait pendant aussi le confinement, évidemment, quand il a fallu mettre en place, moi j'en ai pas fait publicité, mais je me suis occupé de techniquement mettre en place l'opération Rouen Masque Solidaire. On a plus d'une 50aine de communes. Jamais on n'aurait réussi physiquement à rassembler une 50aine de communes, d'ailleurs de bords politiques très différents. Là, avec Zoom, on avait une réunion tous les samedis à 11h, 50 communes. Est-ce que tu as des élastiques? Non, j'en ai plus. Attends, je te les envoie, tac, tac. Et parce qu'on avait un besoin d'urgence. Eh bien, là, on a une urgence économique et sociale. Alors, on a une question de Aïcha qui n'est pas une question, qui est un constat. J'ai peur qu'on ne puisse pas y répondre tout de suite, qui évoque bien le problème de la fracture numérique, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le travers qui interdirait certaines personnes, qui écarterait certaines personnes du débat et des échanges parce qu'on deviendrait trop numérique. C'est un débat qui est un petit peu long. Et là, il nous reste 7 minutes ensemble. Donc, est-ce qu'il y a, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Moi, je voudrais avoir votre avis sur, vous avez été au contact de plein de gens durant cette campagne. Est-ce que vous pensez, parce que ça pourrait avoir un impact sur les métiers de la com plus largement, est-ce que vous pensez que la lecture écran a fait un grand pas ou pas plus que ça? C'est-à-dire, est-ce que les gens ont plus l'habitude de lire sur écran maintenant et liront moins de papier dans l'avenir, ou est-ce que vous ne le ressentez pas comme ça? C'est difficile. J'aurais du mal à vous répondre. Je peux dire, par exemple, sur l'exemple du QR code dont je parlais tout à l'heure, que clairement, le confinement a introduit un certain nombre de personnes à plus utiliser leur téléphone
et les technologies type QR code. Clairement, on n'était pas sûr que ça fonctionnerait. Samedi, au Palais de Justice, on a eu plein de gens qui se sont connectés via le QR code, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc, clairement, il y a eu des évolutions. Ça, c'est indéniable. Après, est-ce que c'est quantitativement, je ne saurais pas vous répondre par rapport à l'utilisation du papier, donc je ne veux pas m'avancer. Mais clairement, il y a eu une évolution. La question d'Aïcha est très importante. Nous, on a monté un collectif citoyen il y a plus d'1 an. Il y a 900 aujourd'hui personnes actives. Il y a 4000 personnes qui nous suivent directement sur les réseaux sociaux. Des réunions publiques, j'en ai fait près de 80. Des dîners d'appartement, j'en ai fait plus d'une centaine. Je crois, sans être prétentieux du tout, qu'on a fait la campagne la plus proche des citoyens. Et malgré cela, je le dis avec beaucoup d'humilité, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu de l'abstention au premier tour. Et deuxièmement, il faut aussi reconnaître qu'en fonction des quartiers, en fonction des catégories de population, en fonction des thèmes, etc., eh bien, on ne touche pas toujours tout le monde de la même façon. Vous faites une réunion publique dans un quartier et une autre dans un autre quartier, vous n'avez pas le même nombre de personnes. Vous faites un Zoom ou une réunion virtuelle dans tel quartier ou dans un autre, vous n'avez pas le même nombre de personnes et pas la même attention non plus. Donc, il n'y a pas une solution. Il faut juste avoir conscience du mix, essayer d'avoir une palette la plus complète possible et avoir conscience des avantages et des inconvénients de chacune de ces solutions. Wouter, l'application qu'on a utilisée, elle était très bien pour certaines catégories de population, beaucoup moins pour d'autres. Donc, il faut vraiment essayer de garder constamment cette attention-là. Puis moi, je veux être un maire le plus proche possible des citoyens. Donc, vous savez, rien ne remplace le contact terrain quand même. Prendre un café à la terrasse, je ne vais pas citer de nom de café, mais vous voyez ce que je veux dire, à Rouen, c'est quand même une très bonne occasion de prendre le pouls, de rencontrer des gens d'une façon fortuite, de sentir quelles sont les attentes. Vous voyez très très vite quelles sont les attentes communes, partagées, etc. Donc, il faut un ensemble, mais avec toujours la même exigence, proximité, simplicité, parce qu'il faut que ce soit simple d'utilisation, et efficacité. C'est-à-dire qu'il faut que ça serve à quelque chose et que ça se traduise dans les faits derrière. Parce que c'est comme les réunions physiques, les réunions Internet. Si vous faites une réunion, mais qu'à la fin, on se dit, bon, ok, on fait comme on a dit, et puis derrière, il ne se passe rien, vous faites une fois, 2 fois, les gens ne viennent plus, ça ne les intéresse pas et ils ont bien raison. Donc, proximité, simplicité et efficacité. Moi, c'est ce que j'essaye d'apporter. Alors, dernière question, Nicolas Maillé-Rossignol, comment justement vous avez perçu la population dans ce contexte du Covid? Comment ils ont justement, ils se sont accaparés ou pas des différents médias, outils de communication? Quand vous parlez par exemple de proximité, est-ce que des gens se sentent proches, même si vous êtes par exemple sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu aussi une accélération, ce que vous disiez tout à l'heure pour le QR code? Est-ce que vous pensez que le Covid, par exemple, a accéléré cette utilisation du QR code ou que ça se serait passé de la même manière? Indéniablement, il y a eu une utilisation accrue d'Internet. Ça, c'est très, très clair. Ensuite, on voit aussi quand même le besoin de relations sociales. Dès que les beaux jours sont revenus, post-confinement, on a même eu des difficultés, mais à Rouen comme ailleurs, à maintenir les règles de distanciation parce qu'il y a un besoin, la réouverture des cafés, la réouverture des restaurants. On attend bien sûr avec grande impatience tout ce qui concerne la culture et rien ne remplace cela. Donc, il y a une évolution, mais attention aussi, je le dis aussi comme père de famille, attention aussi à ce que des générations qui sont quand même déjà très numériques ne se retrouvent pas enfermées dans le numérique avec tout ce que ça peut avoir d'effet justement enfermant. N'oublions pas que la plupart de ces réseaux sociaux sont gérés sur la base d'algorithmes qui ont tendance à être plutôt enfermants que ouvrant vers de nouveaux horizons, qu'il n'y a rien de neutre dans tout ça, que c'est un théâtre d'une certaine guerre économique, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais enfin c'est une réalité. Et donc il y a beaucoup de choses à faire évoluer aussi là-dessus. Mais je voudrais insister sur un point positif par rapport à Rouen. C'est que, pour prendre un mot pas français du tout, il y a aussi, avec l'utilisation du numérique, un effet reset, ou reset si vous préférez en bon français, de nivellement, de neutralisation, de l'attractivité des territoires. Je m'explique. Quand j'ai lancé le cycle Rouen capitale de l'après, ça peut paraître très présomptueux, Rouen capitale du monde d'après, qui on est, nous, Rouen, à côté de New York, à côté de Singapour. Bon. Et pourtant, le fait d'utiliser Internet nous permet, entre guillemets, de jouer dans la même cour et d'inviter des conférenciers, en l'occurrence, puisque c'était des réflexions intellectuelles, au même niveau que s'ils allaient à New York ou à Singapour.
On a eu, je ne sais pas moi, Jean Jouzel, il est quand même juste prix Nobel de la paix. Je ne suis pas sûr que ça aurait été facile dans son agenda de caler un déplacement en prenant le train, qui bien sûr depuis M. Hervé Morin fonctionne beaucoup mieux, pour venir à Rouen à une conférence, etc. etc. On a eu ce soir, on a Dominique Perrault. Alors, il a fait le Kind Arena, mais il a fait la Bibliothèque nationale de France. Il va faire le village olympique pour Paris 2024. Je veux dire, c'est un architecte et urbaniste de très grand niveau. Roland Gori, psychanalyste, Elisabeth Roudinesco qui fait des chroniques dans Le Monde, Dominique Méda, sociologue. Je veux dire, c'est un cycle qu'on a monté en 15 jours avec des gens d'horizons très différents, de très très haut niveau. Et ben ça, je pense que c'est intéressant pour la suite, pour le futur, parce que ça permet à une ville qui n'est certes ni Singapour ni New York, eh bien de se hisser à la fois en termes de réflexion intellectuelle et aussi, disons-le, en termes de prestige et d'attractivité, alors virtuelle ou numérique si on veut, mais quand même, de liens avec des personnalités qui m'ont dit d'ailleurs, ils m'ont dit, bah dis donc, super, Rouen, franchement, ça bouge, c'est bien, c'est important. Puis ils avaient entendu parler un petit peu de Lubrizol, des difficultés industrielles, etc. Et il me disait, bah, c'est chouette qu'en même temps, vous réfléchissiez à la transition écologique, à l'évolution de ce territoire, et que n'ayons pas peur, ne nous excusons pas de jouer dans la cour des grands. Moi, j'ai dit pendant toute la campagne que je voulais que Rouen vienne en Ligue des Champions. Si je veux être maire de Rouen, si le maire n'a pas d'ambition pour sa ville, qui va en avoir? Qui va en avoir plus que lui? Donc, utilisons ces outils aussi pour se hisser, pour paraphraser une émission radiophonique, sur les épaules des géants. Très bien. Merci, Monsieur Maillard-Rossignol. On va passer à notre deuxième invité. Et pour mémoire, il y aura un vrai débat entre les candidats au deuxième tour. Ça sera sans doute d'ailleurs Jean-François Bure et Nicolas Maillard-Rossignol, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Et là, on parlera plus politique et projet. Aujourd'hui, on va rester sur le terrain de la communication et normalement, on est censé accueillir Marine Caron qui a dû être quelque part. Nicolas, vous pouvez rester avec nous, mais le principe qu'on avait retenu était donc celui non, je vais vous laisser. Vous avez sûrement non, mais je vais vous laisser. Il me reste à vous remercier, à vous prier de m'excuser pour mon léger retard dû à des contraintes techniques. Et à vous remercier d'avoir pris cette initiative, parce qu'au-delà du débat que nous aurons la prochaine fois, effectivement, entre deux candidats, je trouve que c'est intéressant. On avait fait, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on avait fait une disputation, qui n'est pas la forme la plus moderne de l'échange, mais qui était très bien faite et très intéressante, avec justement à l'époque, je crois que c'était en octobre, avec Marine Caron et moi, sur les réseaux sociaux et vivre à l'ère du numérique et comment engager l'action publique dans le monde du numérique. Donc, vous voyez, finalement, je ne sais pas si l'histoire se répète, mais en tout cas, il y a une cohérence et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Merci à vous d'être passé nous voir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, Marine Caron est dans l'antichambre, mais elle me dit qu'elle a des soucis de connexion. C'est un truc… donc, je ne sais pas si… Aurélie, est-ce que tu la vois dans la salle d'attente? Elle n'est pas dans la salle d'attente pour le moment. Elle y était, la jonction était en cours et ça ne s'est pas fait. Elle fait au mieux. Elle revient dans la salle d'attente. La jonction est en cours. Là, elle apparaît. Connexion à l'audio. Et disparition. Non, apparition de l'image. Bonjour Marine Caron. Bonjour. Voilà. Deuxième invité, on est pile poil dans les temps. C'est parfait. Alors, on vient d'écouter Nicolas Maillard-Rossignol. Vous serez numéro 2 sur la liste de Jean-François Bure pour le deuxième tour des élections municipales de Rouen. Et aujourd'hui, on parle pas projet, on parlera projet dans une prochaine réunion. Aujourd'hui, on parle technique de com. Comment on fait comment on a fait au premier tour parce que ça a commencé à chauffer. Et là, comment on fait parce qu'on a le droit de pas faire grand-chose. Et comment on remplace ces outils. Merci d'être là, évidemment. Je suis avec Thierry, qui est à côté de moi et qui va aussi vous poser des questions, à côté de moi sur l'écran, et qui va aussi vous poser des questions au fur et à mesure. Et je lui laisse la main pour la première question. Bonjour Marine Caron, merci de participer à cet échange. Alors, pour une campagne électorale, on connaît tous les outils un peu traditionnels, le porte-à-porte, les réunions, la distribution de tracts sur les marchés, la diffusion dans les boîtes aux lettres également de tracts. Pour cette campagne de quelques semaines, comment avez-vous innové et quelles solutions avez-vous trouvé
pour pallier ces outils traditionnels qui n'étaient plus à votre disposition? Alors, tout d'abord, je me permets de vous remercier de l'invitation et du temps d'échange qu'on peut avoir sur le sujet, qui est un sujet intéressant. Alors moi, je ne suis pas une experte de la communication, je suis entourée de personnes qui, au quotidien, sont là aussi pour me conseiller et je considère que c'est extrêmement important, surtout de pouvoir avoir ces temps d'échange pour, vous l'avez dit, en fait, en fonction des situations, pouvoir affiner et faire évoluer la stratégie en termes de communication. Mais l'usage de la communication numérique, en tout cas, ce n'est pas une innovation totalement au vu de la période qu'on vient de traverser. On avait déjà des campagnes ces dernières années, même pas uniquement les municipales en 2020, mais ces dernières années, depuis, moi je me réfère pas mal quand même à Barack Obama et sa première campagne qui ont vraiment ancré le virage numérique et également des réseaux sociaux en termes de communication. Donc c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Moi, je l'utilise également énormément en tant qu'élu. C'est une manière de rendre compte de mon action, c'est une manière d'être transparent. Et on avait notamment à la fin à l'approche du premier tour, était comme d'autres candidats contraints d'annuler une grande réunion publique qui était prévue et qui s'est déportée de manière très artisanale d'une certaine façon par un Facebook Live, puisque c'était simplement un téléphone posé sur un trépied, mais qui a permis d'avoir un échange direct avec les Rouennais, avec les habitants, pour répondre à leurs interrogations, pour revenir aussi sur les 6 mois de campagne qui avaient été faits et puis évoquer de manière plus générale les questions qui leur tenaient à cœur. Et ça a bien fonctionné parce que c'était un live qui a duré à peu près 1 heure. Et on a eu près de 2300, 2400 vues, donc, et dans un temps très court. Donc, c'est un outil qui est intéressant et qu'on avait déjà sollicité. Aujourd'hui, on est dans un contexte encore différent. La campagne, alors pour une campagne d'entre-deux tours, elle est plus longue parce que normalement, c'est 1 semaine seulement et là, on passe sur 15 jours. Donc, bien entendu, c'est continuer d'utiliser les réseaux sociaux comme on en a l'habitude, en adaptant par rapport à la cible. Que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn qui se développent aussi énormément. Nous, en tout cas, et moi, je suis concentrée sur uniquement ces réseaux-là parce que je considère aussi que démultiplier les moyens de communication, c'est possiblement s'éparpiller et perdre les lecteurs derrière. Il faut savoir que les personnes qu'on doit toucher, c'est dans une campagne municipale les habitants de la ville, donc c'est les habitants de Rouen. Et ça va nous amener à très certainement reprévoir des Facebook Live, partager des vidéos, qui est un outil numérique aussi extrêmement intéressant, mais sans jamais véritablement se priver des vieilles méthodes, sans que ce soit péjoratif du tout de ma part de dire cela, mais le fait d'avoir des échanges téléphoniques, le fait d'avoir des échanges courriers, papier, restent des choses extrêmement importantes et qui peuvent en ces temps-là toujours avoir lieu. Alors, est-ce que cette expérience de campagne où tout doit passer par les fourches codines du Covid vous ont donné des idées pour une gestion municipale différente? Est-ce qu'il y a des outils que vous garderez? Oui, mais il y a par exemple des choses très simples qui faisaient partie. Alors nous, on a fait un vrai travail avec Jean-François Bure, c'est qu'on a mis en commun et ça nous a pris aussi un peu de temps puisque le rapprochement s'est fait fin mai, mis en commun nos projets et dans nos projets, il y a la volonté par exemple d'avoir une diffusion numérique et en direct du conseil municipal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être qu'il faut que ces outils-là permettent aussi de développer la démocratie participative, permettent de développer la gestion de la ville au quotidien. Il y a des dispositifs qui existent. Est-ce qu'ils sont clairement efficients? Nous, pour en avoir échangé avec les habitants, on en doute. Je pense par exemple au dispositif d'alerte en direct des difficultés rencontrées par rapport à un stationnement gênant, à un dépôt d'ordures. Ces outils qui sont numériques, qui permettent justement le lien entre l'élu ou le responsable et l'habitant, doivent être développés, ça c'est certain. Mais surtout, en tout cas, en termes de démocratie participative, en termes de communication avec le citoyen, pour faire ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est réconcilier l'élu et le citoyen et redonner envie de participer à chacun, de participer à la chose publique. Est-ce que vous pensez que la relation demain avec l'électeur va être un peu une relation duale, c'est-à-dire à la fois de méthodes un peu anciennes, un peu traditionnelles, de rencontres, de discussions, comme ça se faisait dans l'avant-Covid, et de digital, ou est-ce qu'il va y avoir vraiment, peut-être aussi pour des questions de génération, une poussée énorme du digital? Alors, c'était déjà un peu le cas.
La campagne, elle était à la fois numérique et à la fois sur le terrain. Je ne sais pas si Nicolas Mayer-Rossignol, qui est passé juste avant moi, a évoqué un débat qu'on avait eu justement ensemble début octobre dernier sur la place des réseaux sociaux et l'importance notamment de garder de la proximité parce que le lien humain, malgré tout, reste essentiellement et extrêmement important. C'est-à-dire que c'est très agréable de vous voir ici sur les écrans, il n'y a aucun souci, mais se voir en vrai, pouvoir échanger sur un marché, pouvoir échanger au cours d'un porte-à-porte, c'est des choses qui sont essentielles et qui continueront. Après, peut-être qu'en effet, l'usage du numérique, on l'amènera encore plus à évoluer. Peut-être qu'on utilisera davantage de Zoom pour discuter avec les électeurs et avec les habitants. Peut-être que les Facebook Live qui se font un peu seront encore plus développés. Les stories aussi, parce qu'il y a des sur Facebook comme sur Instagram, on utilise énormément les stories qui permettent également d'interpeller les gens. Est-ce que vous êtes pour ou contre telle proposition? C'est des moyens numériques qui sont accessibles directement aujourd'hui. Alors chacun en fonction d'une cible différente, mais qui se font en parallèle et je pense qu'ils seront aussi importants que ceux qu'on utilise traditionnellement sur le terrain. D'accord. Ces habitudes qui changent, vous avez été confronté avant le premier tour, vous y êtes confronté cette semaine et les semaines qui viennent. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai progrès au sens de l'utilisation du digital de la part des habitants? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on pourra, dès cet été, avec la nouvelle équipe, engager des conversations, engager des débats, engager des sondages? Ou est-ce que vous pensez qu'on est encore un peu… quelle est votre perception au travers de la campagne de ces Alors, usages? moi, je le vois directement au travers de la campagne et au travers du quotidien, même en dehors de la campagne spécifiquement. Je suis interpellée par les gens sur les réseaux sociaux pour des problématiques du quotidien. C'est-à-dire, habituellement, on envoyait un mail à son élu. Aujourd'hui, on envoie un message Facebook, on envoie un message Twitter, enfin un message privé. La prise de contact, elle se fait. Donc, je pense que les gens sont prêts. Après, il faut que l'utilisation soit claire. Mais elle a un avantage à travers le numérique, c'est d'être adaptable, d'être agile, d'être souple. Et ça, c'est des choses qui sont utiles. Après, le développement, je n'ai pas théorisé quel développement il fallait en faire et comment ça se mettra en place demain, mais c'est indéniablement des outils qui sont importants de pouvoir utiliser. Et je l'ai rencontré et je le rencontre toujours au quotidien. Ça veut dire concrètement qu'on fait moins de papier demain et plus Écoutez, d'écran? en réalité, oui, on le faisait déjà moins parce qu'il y avait déjà les mails qui étaient l'outil pardon, d'entrer en contact avec la personne qui est aujourd'hui largement privilégiée. Est-ce que derrière, demain, on fera moins de papier si vous parlez par exemple de journaux d'information ou autre? Je pense qu'il faut peut-être revoir plutôt la cible et au lieu de faire parfois des distributions massives, faire de la mise à disposition où les gens peuvent choisir entre la formule papier et la formule numérique. Après, moi, je suis aussi une grande adepte de la formule papier dans le sens où j'aime avoir le papier entre les mains. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux et à chaque cible ou en tout cas à chaque personne, le moyen qui lui correspond le mieux. Alors sur le chat, Catherine Saillard nous dit qu'il va falloir améliorer les connexions un peu plus fluides et fortes sur Internet et avec un peu moins de panne. C'est vrai que par rapport au… J'ai eu du mal à me connecter, donc je partage. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat et on essaie de les relayer. Thierry? Alors, dans cette campagne au contact des électeurs, vous avez utilisé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, différents outils ou vecteurs de communication. Vous êtes par ailleurs, je crois, une professionnelle de la communication interpersonnelle. Vous savez, dans le coefficient de sympathie, on parle que la communication non verbale est extrêmement importante, à un poids sans doute de plus de 55% selon le dénominateur Bian qui a étudié ça. Alors comment on fait finalement sur les outils digitaux face à la population? Comment on peut compenser? Ou est-ce que finalement la communication non verbale, ça marche aussi très bien? Elle marche aussi de manière numérique, la communication non verbale. Enfin, la gestuelle, l'expression du visage, à travers l'écran, on les ressent aussi. Donc,
ça permet d'être utilisé à travers un mode numérique aussi bien qu'un mode direct d'individu à individu. Donc les deux sont compatibles. Après, moi, pour l'exercer et pour donner des cours en communication orale sur ces sujets-là, je vous avoue que c'est quand même moins pratique. Et que de fait, l'ensemble des cours que je donne ont été mis en stand-by et je reprendrai qu'en septembre. Donc j'ai fait un deuxième semestre qui a été vide. Mais c'est des choses qui restent extrêmement importantes et notamment qu'il va falloir apprendre à développer. Alors là, je sors un peu du contexte purement politique, mais puisque on va être amené à utiliser de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose, hein, les moyens numériques, les Zoom, les Teams ou autres pour le travail aussi bien d'élus que professionnellement. La communication non verbale, elle se voit et elle transparaît, donc ça reste des outils qui sont importants. La population donc a peut-être été à cause du Covid un peu contrainte d'utiliser certains médias. Nicolas Mayer-Rossignol nous évoquait le fait qu'il a demandé d'utiliser un QR code, etc. Est-ce que les gens avec vous se sont prêtés au jeu? Est-ce qu'ils ont transformé une contrainte en opportunité? Ou est-ce qu'ils ont trouvé ça un peu trop contraignant justement à cause du Covid? Alors, j'ai pas ce ressenti-là. J'ai plus le ressenti que la période qu'on vient de traverser a été tellement particulière que les gens ont du mal à se replonger et à retrouver un véritable intérêt pour ce second tour. Et ma crainte personnelle, c'est qu'au final, on puisse avoir peut-être le 28 juin un taux d'abstention qui soit encore plus élevé qu'on l'a eu le 15 mars dernier. Donc, c'est quand même une vraie question. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ce qui les intéresse, c'est pas forcément de démultiplier les outils, comme je le disais tout à l'heure. La surenchère, c'est pas pour moi la bonne solution, c'est surtout de trouver le bon vecteur pour la bonne cible. Si c'est démultiplier des visuels avec le projet à travers des infographies pour mettre sur les réseaux, les partager au bon moment, aux bons horaires pour que ça touche les bonnes personnes. Oui, on peut trouver encore d'autres moyens. Après, la campagne, elle va se faire maintenant sur 3 semaines. Ça reste court quand même. Donc, nous, on n'a pas cherché, et ce n'est pas notre volonté en tout cas, d'avoir le plus de dispositifs dans nos usages en tout cas. Comment avez-vous réussi ou pas à conserver le dynamisme des équipes, le dynamisme des troupes? Souvent, le meeting de campagne, il n'y a pas beaucoup d'adversaires dans la salle, il y a beaucoup de partisans et c'est des moments de partage où tout le monde reprend des forces pour aller retourner au combat, entre guillemets, prêcher la bonne parole. Là, vous n'avez pas eu ça pour le premier tour, sauf erreur. Non, on l'a annulé du coup et on a fait un Facebook Live. Et très clairement, pour le deuxième tour, vous ne l'avez pas. Est-ce que vous ressentez ce manque au sein des équipes de campagne qui vous accompagnent et comment vous avez cherché à le remplacer, si on peut le remplacer? Je pense qu'on a fait un peu comme tout le monde. On a maintenu du contact en faisant des apéros visio, tout simplement. Ce qui a permis de garder la cohésion d'équipe et en tout cas l'aspect convivial et la bonne ambiance. Après, derrière, pour tout ce qui était prise de décision, c'était pareil. On connectait, comme on le fait ici, Zoom et on exposait les situations, on travaillait ensemble. Donc, on l'a fait pendant… on l'a repris en tout cas à la mi-mai à peu près au moment du déconfinement et on l'a gardé pendant le confinement, l'aspect qui était plus convivial autour d'apéro. Après, nous, on avait aussi d'autres moyens de communication, des boucles Telegram, des boucles WhatsApp qui ont été continuellement alimentées durant la période de confinement. Pas pour parler politique, parce que le ressenti que j'avais, c'était que véritablement, on était tous confrontés à une situation inédite et on avait besoin de prendre du recul. Mais pour partager les moments du quotidien, pour garder justement cet esprit collectif. Et ça a bien marché. Maintenant, comme c'est toujours difficile de se réunir en grand nombre, on garde le principe d'un apéro une fois de temps en temps et c'est ça qui me permet de garder justement vraiment la cohésion dans l'équipe. Alors, Okay. Dernière question, qu'avez-vous prévu le dimanche soir de l'élection pour que ce soit Covido-compatible? C'est une très bonne question. Je l'ai vu dans ce que vous évoquiez. Pour le moment, on n'a pas véritablement prévu quoi que ce soit. On doit encore en parler avec Jean-François. Ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas faire une réunion. On ne va pas inviter tout le monde à trinquer à 200 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, on doit en parler, mais on sait, et tout le monde le sait de manière véritablement responsable, que cette campagne, elle gardera un caractère exceptionnel et que ça appelle aussi à être responsable par rapport à ce qu'on fait. Donc,
Par exemple, au soir du premier tour, les assesseurs et les colistiers étaient revenus donner leurs résultats de bureau de vote, mais personne n'était resté parce qu'il n'y avait pas de lieu à rester confiné à plusieurs dans un espace. Donc peut-être qu'on sera dans les mêmes situations, mais en tout cas, on doit encore véritablement affiner sur le sujet et en discuter avec Jean-François Bure. Merci. Merci Marine Caron. Je vous en prie. Et puis donc à bientôt sur la même chaîne, mais pour un débat. Ça sera plutôt a priori Jean-François Bure qui viendra. Absolument, oui. Normalement, après, on attend plus de précision de votre part sur le jour, l'heure. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous en tout cas. Merci à tous ceux qui étaient là Merci, et Marine. à bientôt. Ouais. Au revoir, à bientôt.